Oui, bonsoir. Non, mais moi, c'est assez rapide, mais c'était juste pour dire aussi que du coup, ce week-end collectif, on l'avait pensé donc, pour des collectifs, par des collectifs, sur des collectifs, et que l'idée, c'était aussi en fait qu'on programme tous et toutes ensemble, parce que c'est pas forcément un truc qu'on fait beaucoup d'habitude et tout ça. Et du coup, on a essayé de faire ça, quoi. Enfin, voilà, donc ça a fait des grandes réunions très longues, tout ça. Où, et c'est assez heureux, quoi. Enfin, il y a un truc de tentative là-dedans qui, moi, je trouve est assez beau et chouette et tout ça. Je sais pas trop ce que ça donnera, mais voilà, enfin, on s'est imaginé un peu une espèce d'endroit de rencontre et tout ça, et bon, enfin, on n'hésite pas à parler aussi, même après, genre ces trucs de questions, réponses dans le débat et tout ça, on aimerait bien que ça essaye de circuler et tout ça, donc vraiment, genre, pas d'intimidation, enfin, pas de timidité et tout ça. Et du coup, je laisse la parole à Lisa, qui du coup travaille avec le collectif Terratrem, qui est un collectif de... Mais Louisa va expliquer mieux que moi forcément, mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup d'être là, c'est trop sympa. Bonsoir, merci pour l'invitation et merci pour la puissante séance précédente. Merci beaucoup. Et donc moi je fais partie de Terratrem, qui est un collectif qui démarre en 2008. C'est une boîte de production qui naît, on est tous un peu de ma génération, dans la quarantaine. Et donc on crée ce projet pour donner réponse à une façon de travailler au Portugal qui ne nous convenait pas. Donc on a voulu créer une boîte qui crée des modèles de production à la mesure des films qu'on voulait produire. Et donc où la relation entre la production et la réalisation est plus étroite, et où les budgets sont ouverts, et on peut les consulter, on peut les discuter. Et la boîte de production, en fait, elle prend en ce moment 15% des projets, qui à l'époque, au Portugal, toutes les boîtes prenaient 30%. Donc c'est un projet non lucratif et qui a une plateforme de production qui permet de développer des projets et de les produire en complicité avec les réalisateurs. Donc nous on est 6, un producteur et 6 réalisateurs, et il y a toute une équipe entre-temps qui s'est construite de production, qui travaille à la boîte. Et on travaille avec beaucoup de réalisateurs, et depuis 2008 on a produit, je sais pas, 70 films. On a produit dans des conditions très différentes, avec budget, sans budget, individuel, collectif, en coproduction, en co-réalisation, tout est possible. Et en plus, vous êtes quand même une des boîtes de prod, genre maintenant, les plus importantes, mais aussi les plus intéressantes au Portugal, quoi. Je pense on n'est pas les seuls à avoir ouvert un peu ce chapitre de penser la production d'une façon différente, mais c'est vrai qu'entre-temps, beaucoup d'autres boîtes ont pris le relais, et une boîte ne suffit pas pour toutes les productions portugaises, donc heureusement il y en a d'autres qui en tout temps ont un peu repris ou ont repensé tout le modèle de production et ont créé des structures, je pense, plus intéressantes, dans le sens où on pense effectivement le modèle à la mesure du film. Bon. À part ça, donc ce film, L'usine de rien, ça part Donc il y a un réalisateur portugais qui s'appelle Jorge Silvermel, qui est décédé entre-temps, mais qui avait pris la pièce de théâtre de Judith Herzberg, L'usine de rien, et qui l'avait adaptée au théâtre. Et après ça, il a décidé de faire une adaptation au cinéma. En fait, il a reçu une subvention par l'Institut du cinéma, et au moment où il est supposé commencer à travailler dans la production, c'est pile sur la grande crise mondiale 2007-2008, je ne sais plus exactement quand on a reçu la subvention, mais en tout cas, ça tombe pile sur cette période. Et aussi pour des questions de santé, mais aussi, surtout par le découragement général d'une crise bien profonde, et il ne se sentait plus... il n'avait plus la force de reprendre ce projet quelque part. Et comme il avait travaillé avec Pedro Pinho dans la réécriture pour le cinéma, il invite Pedro Pinho à réaliser le film. Alors la pièce de théâtre, en fait, c'est une usine qui entre en autogestion, mais donc les travailleurs, ils ne veulent
pas rien faire, et donc ils commencent à produire rien. Et le rien devient un bien de luxe au bout. Enfin, voilà. Donc, Pédoping, il reprend ce texte, et cette adaptation qui existait déjà, et il accepte la proposition de réaliser, mais en exigeant que ce soit possible une réécriture totale du projet. Et c'est là qu'il nous invite à moi, à Leonor Neuvo et Tiago Spagne, qui font partie de Terre Trem aussi, à réécrire donc tout le projet. Et en quelque part aussi démoralisant un peu toute cette question du travail et en voulant repenser le travail et aussi la crise mondiale. Mais on fait une réécriture totale à 4, et en même temps qu'on commence à réécrire, on commence à regarder dans toute la zone industrielle de Lisbonne des possibilités de lieux de tournage. Et on a vu des ruines, on a vu des usines en fonctionnement, on a vu un peu de tout. Ceci dit, depuis les années 2000, il y a comme que 60% des industries qui ont fermé les portes. Donc c'est assez déchirant, c'est assez lourd, enfin, toutes ces constructions et toute cette classe sociale qui est tombée dans le chômage, et en même temps cette grande crise aussi a eu un grand impact à Lisbonne et dans la transformation de la ville. Mais ceci dit, pour dire que donc, dans les plusieurs usines qu'on a visitées, à un moment donné, il fallait quand même raconter l'histoire, donc c'était une usine qui à un moment donné entrait en autogestion, et effectivement, tout le monde, les responsables de la communication et le directeur nous disaient que notre scénario était très très intéressant, mais qu'effectivement ça ne leur intéressait pas du tout. Et à un moment donné, dans notre quête, on tombe sur une usine qui était très réceptive à notre histoire. Et à la fin, nous on était un peu surpris. Et déjà, on essaie d'être un peu plus, enfin, de pas tout raconter. Mais ils s'intéressaient beaucoup pour l'histoire, et en fait, ils nous racontent que c'est ça l'histoire de leur usine. Et donc, c'est une usine que, après le 25 avril, dans la période révolutionnaire en cours, donc l'année suivante, et avec donc les mouvements de gauche et d'extrême gauche, c'était une entreprise américaine, et ils ont eu très peur de ce mouvement et de ce radicalisme qui montait, et ils décident de vendre l'entreprise aux travailleurs pour $1 à l'époque. Et donc, cette entreprise qui était d'ascenseur a survécu jusqu'à 2017. Et en fait, c'était une coopérative qui s'est créée après, dans les années qui avait beaucoup de travailleurs. Là, quand on a filmé, il y avait très peu de travailleurs déjà, et ça se sentait très bien que les jours étaient un peu comptés. Mais en fait, après, dans les années 60, dans les années 90, pour des questions ils ont dû transformer leur statut en entreprise, parce que pour avoir des empruntes à la banque, tu pouvais pas avoir le statut de coopérative. Bon, plein de raisons qui ont beaucoup transformé aussi cette réalité des coopératives au Portugal. Mais ceci dit, ils ont résisté jusqu'à 2017, et donc c'est un film où vous allez voir que la participation, elle est variée. Il y a des travailleurs de l'entreprise, toute la participation, elle est presque de non-acteurs, quelques-uns ouvriers de cette usine, d'autres des gens qui étaient au chômage dans la région, qui ont participé dans le film, des gens qui faisaient partie de mouvements autonomes, de projets d'espace autonome à Lisbonne. Voilà, c'est un grand mélange qui faisait un peu partie aussi de notre contexte personnel, et qui se mélange dans ce film. Et donc, on travaille un peu dans une frontière entre la fiction et le documentaire. Et dans tout le procès du film, il y a eu des réécritures à la mesure des participations. Et on a essayé que les gens accomplissent un rôle qui leur soit assez proche de leur réalité, pour aussi pour qu'ils soient aussi confortables dans ce rôle.